Comencem, si us hi sembla, aquesta conferència col·loqui, perquè després hi haurà també torn de paraules, coorganitzat per la Fundació Canadà i l'Institut d'Estudis Autonòmics amb ocasió del 150è aniversari de l'aprovació del primer text constitucional canadenc, la Llei de l'Amèrica del Nord britànica de 1867. El títol de la conferència són els primers 150 anys de federalisme canadenc, vol dir que n'esperen fer com a mínim 150 més. La diversitat a prova. El conferenciant, la conferència corre a càrrec del professor Maxime Saint-Hilaire de Dret Constitucional de la Universitat de Sherbrooke, i jo li demano al professor Xavier Arbós que faci la presentació del conferenciant i la presentació de la conferència, i dono les gràcies al professor Saint-Hilaire per ser aquí. Merci bien. Quan vulguis. Moltes gràcies a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern per haver acollit una vegada més una conferència d'un professor canadenc i en aquest cas també quebequès. El professor Saint-Hilaire té una trajectòria força interessant i força plena. Per assenyalar alguns aspectes que mostren la seva trajectòria a través de diversos ambients, tant professionals com de cultura jurídica, ha estat investigador al Centre Marc Bloch de Berlín, ha treballat també en el Centre de Recerca sobre Ètica a la Universitat de Mont-real, va començar allà a ensenyar Dret Constitucional Comparat i va ser també, podríem dir-ne, assistent, és a dir, law clerk, de l'honorable Marie Deschamps, membre del Tribunal Suprem de Canadà. En l'actualitat, a més de ser professor de Dret Constitucional a la Universitat de Sherbrooke, a Quebec, és membre del Consell Assessor de l'Institut de Dret Parlamentari i Polític i del Consell Editorial de la revista Parliamentary and Political Law Review. Per tant, és una trajectòria que potser no és la que estem més habituats a veure aquí, que coneixem, tenim la sort, jo crec, d'haver pogut conèixer bastants i distingits professors canadencs. Aquest té una trajectòria d'aquesta diversitat formativa, però sembla que és una persona adient per presentar el tema de què es tracta. Je passe maintenant au français pour que notre conférencier soit sûr que je ne commets pas des erreurs. Probablement l'histoire du fédéralisme ne sera pas la même s'il n'aurait pas eu une expérience différente de celle qui a été l'expérience fondatrice, celle qu'on prend toujours comme référence, celle des États-Unis. Et un peu cette expérience fédérale arrive d'une façon à l'intention de faire peut-être la balance de ce qui était au moment de la loi de l'Amérique du Nord britannique, la crise première et profonde du fédéralisme américain, c'est-à-dire la guerre civile. Au moins, c'est sous cet impact que cette loi a été approuvée par le Parlement de Westminster. Et en principe, cette loi avait l'intention, au moins dans une lecture superficielle, qui sera peut-être corrigée, d'essayer de mettre de frein à ce qui étaient les dérives potentiellement centrifuges du fédéralisme des États-Unis. Donc, le fédéralisme canadien essayait d'introduire des clauses un peu ouvertes pour assurer au gouvernement fédéral la loi et le bon gouvernement. Mais l'histoire du fédéralisme canadien a été peut-être différente de ce qu'on pourrait voir en lisant seulement cette loi. En tout cas, ce qui reste comme expérience fondatrice a été un processus
pacifique, pas évidemment avec des grands conflits, surtout au XXe siècle, quant à l'intégrité même de cette fédération, mais en même temps, le fédéralisme canadien, grâce à cette loi, a su ouvrir l'expérience d'un élément de preuve de la capacité d'intégrer des différences, des diversités fortes, des diversités plurinationales d'un côté, et de l'autre, la diversité d'une multiculturalité qui a au moins 2 niveaux significatifs. D'un côté, le défi qui représente les spécificités culturelles des peuples autochtones, sujet sur lequel Maxime Saint-Hilaire est un spécialiste, et de l'autre côté, la condition de Canada d'être un pays basé sur l'immigration. Et c'est ce genre de mélange que dans d'autres coins du monde se révélait être potentiellement explosif, qu'au Canada a donné comme résultat un pays stable, un pays qui, même si parfois peut sembler un peu exagéré, de temps en temps figure au premier poste des meilleurs pays au monde quant à la qualité de vie et les opportunités qu'il offre à ses citoyens. Ça, c'est un peu un récit introductoire qui, sans doute, a beaucoup plus de profil. La diversité qui annonce le fédéralisme canadien, au moins vu de dehors, a d'autres perspectives et d'autres problèmes que sans doute nous sera présenté par notre conférencier. Merci beaucoup. La parole. Alors, merci. Je vais commencer par vous remercier de cette présentation. Je me rends compte que lorsqu'on parle de moi dans une langue que je ne maîtrise pas, j'arrive quand même à en comprendre plus que d'habitude. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier la Fondation, la qualité de l'accueil. Je suis vraiment ravi, je suis vraiment honoré d'être reçu aujourd'hui aussi par l'Institut, d'autant plus que, comme vous le savez, cette année, nous fêtons les 150 ans de la Fédération canadienne et il y en a évidemment beaucoup de questions à la maison chez nous, mais ça fait plaisir d'avoir l'occasion de parler, de faire ce bilan auprès d'autres fédérations auxquelles nous avons un intérêt particulier au Canada, mais dont nous savons aussi que le fédéralisme canadien les intéresse. Au Canada, on est sensible à l'intérêt que suscite notre histoire fédérative en Espagne et en Catalogne. Donc, raison de plus pour être honoré d'être ici. La dernière fois que je suis venu à Barcelone, j'étais étudiant en droit. C'était l'année qui a précédé l'avis de la Cour suprême sur la sécession du Québec. Alors, je me retrouve 20 ans plus tard ici à parler de fédéralisme, alors que la dernière fois, j'étais étudiant. Donc, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Le fédéralisme canadien, j'ai résolu d'introduire mon propos de cette façon par un rappel. C'est le premier fédéralisme à avoir été conçu spécialement afin d'aménager la coexistence de ce qu'on appelle aujourd'hui des groupes nationaux différents. Donc, à la différence du fédéralisme américain et suisse, qui sont les deux seuls à avoir précédé le fédéralisme canadien, le fédéralisme canadien a ceci d'original qu'il a été spécialement conçu comme aménagement institutionnel qui avait pour fonction, certes pas unique, mais l'une des fonctions premières, d'aménager la coexistence entre des peuples qui avaient une diversité de langues, de religions, et même, on l'oublie parfois, de traditions juridiques. Alors c'était aussi un enjeu
pour le groupe francophone catholique concentré dans ce qui allait devenir le Québec, de préserver sa tradition juridique civiliste différente. Donc le bijuridisme canadien a précédé, c'est une histoire qui a précédé le fédéralisme canadien, mais doit sa survie notamment à cet aménagement institutionnel. Lorsque l'on parle de la genèse du fédéralisme canadien, les figures auxquelles on l'associe sont les mêmes. En fait, comme on parle des pères de la fédération, on parle des membres de la grande coalition gouvernementale qui ont enfin réalisé le projet. Donc on parle de Macdonald, on parle de Cartier, on parle de Brown. Récemment, des travaux d'histoire constitutionnelle ont rendu justice, à mon avis, à la figure, à l'œuvre de Alexander Galt, qui a été ministre sous le Canada uni, ministre des Finances, qui avait refusé le poste de Premier ministre à condition que la promotion du projet de fédération des colonies fasse partie du programme gouvernemental. Alors, Alexander Galt était député de Sherbrooke, la ville où se situe mon université. Je suis professeur à l'université de Sherbrooke. Et ce député de Sherbrooke, dès 1858, avait, par diverses résolutions ainsi qu'un discours auprès des électeurs de Sherbrooke, conceptualisé et je dirais même théorisé un projet de fédération qui est vraiment à la racine, la source matérielle de la fédération canadienne qui naîtra en 1867. Des projets avaient déjà été soumis antérieurement, mais les antécédents divergeaient profondément de nature parce qu'il s'agissait plutôt d'une union des colonies dans un but assimilationniste. Or, chez Alexander Galt, on a vraiment le projet de fédéralisme comme non seulement sorti de l'impasse, mais comme mode de préservation de la coexistence légitime de groupes nationaux différents. Et en redécouvrant le contenu de ces discours et de ces écrits, malheureusement, tout ne nous a pas été transmis intégralement, donc il faut aussi un peu reconstruire, mais des travaux récents nous ont rendu un peu plus du contenu de sa pensée. Alors, la nouvelle image que nous avons du fédéralisme canadien et du processus d'idéation qui lui a donné naissance est une image qui jure avec l'historiographie officielle. Alors, je vous explique que normalement, jusqu'ici, on tend à opposer la genèse du fédéralisme canadien à celle du fédéralisme américain, en présentant le fédéralisme canadien comme le résultat d'un effort beaucoup plus, d'un esprit beaucoup plus pratique, prosaïque même, donc vraiment un fédéralisme de compromis pratique par opposition au fédéralisme américain qui serait beaucoup plus philosophique, réfléchi. Donc c'est un peu l'image qu'on nous donne du fédéralisme canadien, quelque chose qui n'a pas de grande prétention intellectuelle, qui est vraiment une œuvre de bons Canadiens pratiques, qui ont réglé un problème, d'abord et avant tout, pratique. Or, quand on analyse bien les discours de Galt, on se rend compte que ça prend une toute autre dimension, en fait. Le professeur Arbus a évoqué justement la réaction qu'on attribue au fédéralisme canadien par rapport à la guerre de sécession américaine. Ce qu'on découvre, c'est qu'avant même que n'éclate la guerre de sécession, Alexander Galt avait déjà prévu, en fait, que les États-Unis étaient sur le point avait prévu la guerre civile, en fait. Il avait anticipé. Il a parlé des faiblesses, des lacunes de
du haut degré de décentralisation de la Fédération américaine avant que ne commence la guerre de sécession. Donc, il était au courant de tout ça dès 1858 et l'avenir va lui donner raison. Mais ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans l'état actuel de la recherche historique, c'est que ça nous permet de découvrir la véritable profondeur du projet canadien. Au-delà de l'aménagement de la coexistence, Galt expliquait que le fédéralisme canadien allait permettre à la politique canadienne d'atteindre un autre niveau intellectuel et de se pencher sur des enjeux de degré supérieur. Très tôt, Galt avait prévu que la fédération du Canada uni n'était pas suffisante, qu'il fallait fédérer l'ensemble des colonies d'Amérique du Nord britannique, mais que la fédération de l'ensemble des colonies allait aussi permettre, par exemple au Canada, de recevoir du Royaume-Uni les territoires du Nord-Ouest et de rejoindre aussi et de faire adhérer à la fédération la Colombie-Britannique. L'idée du marché commun est présente chez Galt avant que les Américains ne mettent un terme au traité de réciprocité. Donc, toutes ces idées-là étaient présentes chez lui, mais au-delà des aspects plus pratiques, on découvre que Galt, qui a rencontré en Angleterre Disraeli, Gladstone, il a rencontré la reine Victoria, il a par la suite rencontré le président Lincoln. Galt était un grand lecteur des Federalist Papers. Il connaissait très bien les travaux notamment de Madison et de Hamilton. Et il a il a toujours pris ses distances par rapport au fédéralisme et au constitutionnalisme américain. Il a toujours dit que le Canada ne devait pas reprendre intégralement l'œuvre américaine, mais devait faire preuve de hardiesse et créer un projet qui convienne, qui soit propre à répondre aux problèmes proprement canadiens. Mais il a su concevoir le premier fédéralisme multinational en développant une idée qui était déjà présente chez Madison, c'est-à-dire la notion de Compound Republic, donc l'idée d'une république un peu composite qui ne prenait pas du tout, qui n'avait pas du tout de portée multinationale au sens de pluralité de groupes nationaux dans le paysage américain. Galt va mobiliser cette notion-là afin d'ancrer la justification du fédéralisme comme étant non seulement une solution pratique à des tensions politiques, mais comme étant porteur d'un mode d'existence et de reconnaissance légitime de ce qu'il a appelé une saine rivalité entre les groupes nationaux. Donc, il a préfiguré les théories libérales du fédéralisme et de la reconnaissance de droits des minorités. En fait, tout est présent, en d'autres mots, chez lui au 19e siècle, et sa pensée a vraiment une portée de philosophie politique, même si il s'agissait d'un homme d'affaires, en fait. Alexander Galt était un grand homme d'affaires, mais il a vraiment réfléchi le projet, bien conçu le projet, en faisant preuve d'une longueur de vue et d'une vision qui ne colle pas du tout avec l'image que l'historiographie officielle nous donne du fédéralisme. Et l'autre aspect sur lequel je veux insister, c'est le fait que Galt était un anglophone du Québec. C'est-à-dire que ça lui a permis de parler du fédéralisme canadien sur 3 plans. Il pouvait parler en tant que membre de la future majorité anglophone de la Fédération canadienne. Il a toujours aussi reconnu la légitimité de la lutte du Bas-Canada, donc elle est devenir le Québec, pour la préservation de la religion catholique, de la langue française et de la tradition juridique civiliste. Donc il pouvait aussi parler en tant que citoyen du Bas-Canada, aujourd'hui on dirait en tant que Québécois,
mais il pouvait aussi parler en tant que membre de la minorité anglophone du Québec. Et ça, c'est un peu moins connu, c'est-à-dire que Galt a toujours pris des distances assez grandes par rapport au discours dominant au Canada. Il a toujours reconnu que non seulement que les préoccupations des francophones du Bas-Canada étaient légitimes, mais que les intérêts des anglophones du Bas-Canada étaient distincts de ceux du reste de la province, si bien que, contrairement à la théorie peut-être un peu réductrice du pacte fondateur entre deux nations, la nation anglophone, protestante et de common law, et la nation francophone, catholique et civiliste. On a plutôt un portrait, on a plutôt un triptyque en fait chez Galt. Donc il y a une majorité anglophone, mais dont les enjeux vont se situer à un autre niveau, des enjeux plutôt économiques, création de marchés communs. Il y a la théorie de la reconnaissance légitime des groupes culturels. Il y a ça, donc ça rejoint la théorie des deux nations, mais il ne faut pas oublier que les droits de la minorité anglophone du Québec faisaient partie intégrante de son discours. Donc il n'y a pas deux peuples fondateurs, il y a trois groupes d'intérêts bien circonscrits chez Galt. Donc ça donne déjà une image un peu plus complexe que celle qui consiste à opposer majorité anglophone à minorité francophone. La lutte de Galt pour la reconnaissance des droits de la minorité anglophone au Québec aura pour effet corrélatif la reconnaissance de droits équivalents aux francophones hors Québec. Donc, le résultat des efforts de Galt, qui a fait preuve d'une patience hors du commun, puisque le projet de 1858 avait reçu une fin de non-recevoir de la part de Londres. Londres reprochait au Canada uni d'avoir pris une initiative constitutionnelle qui ne relevait pas du tout de la colonie. Une colonie ne peut pas demander à Londres de fédérer l'ensemble des colonies. Si à la rigueur, la demande venait de l'ensemble des colonies, mais normalement, c'est vraiment une initiative qui devait venir de l'Empire. Donc, ça me permet de faire ici une parenthèse supplémentaire. Il y a la dimension décolonisation qui est très, très forte aussi dans le projet d'Alexander Galt. Je rappelle que comme ministre des Finances, Galt avait imposé des tarifs douaniers sur les produits d'origine britannique, ce qui avait soulevé l'ire des autorités impériales, parce que ce n'était pas du tout une compétence coloniale, il s'agissait vraiment du commerce impérial, mais Galt a tenu son bout, n'a pas cédé. Donc il y avait aussi dans le fédéralisme canadien, au-delà de la coexistence des groupes, au-delà de développer un marché commun, agrandir le territoire, faire en sorte que les enjeux se situent à un niveau beaucoup plus élevé. Donc il y a chez lui un peu l'équivalent de ce qui prend la forme de la raison publique chez John Rawls, en fait. Donc le fédéralisme allait permettre d'avoir aussi un niveau de discussion à l'échelon central où les enjeux seraient de degré supérieur, seraient plus abstraits. Il y a aussi, dans tout ça, chez Galt, une poursuite de la lutte pour la décolonisation, finalement, du Canada par rapport évidemment, à l'Empire britannique. Donc, ça donnera la première fédération créée afin d'aménager la coexistence entre minorité, et je le mets au pluriel, et majorité nationale. Et même ce qui est déjà beaucoup à mon avis, je crois que ce que je viens de rappeler montre que même si c'est déjà une grande contribution, le projet ne se réduisait pas à cette seule dimension, mais allait bien au-delà. Le partage des compétences, et ça c'est une avenue de recherche assez intéressante, en fait qui mériterait d'être explorée davantage. Donc, chez Galt, comme chez d'autres artisans de la Fédération, on a dit qu'en gros, il fallait que les compétences essentielles au maintien de la culture, aujourd'hui on parle de culture québécoise, mais de la culture majoritaire au Bas-Canada, les compétences de nature culturelle, sociale et relatives aux droits communs devraient relever des entités fédérées.
des compétences économiques relatives à la création du marché commun, et les questions d'intérêt national devraient relever du pouvoir central. Bon, ça, c'est un peu une banalité de le dire, et jusqu'ici, on croit que ça explique assez bien le partage des compétences qui a été prévu en 1867. Or, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'avant 1867, le Canada uni, donc qui réunissait l'actuel Ontario et le Québec, formait une seule colonie, et donc il y avait une seule législature. C'était un État unitaire finalement, mais fonctionnait dans les faits comme une fédération. Et je ne suis pas le premier à faire l'hypothèse. Il y a la doyenne Eugénie Brouillet de l'Université Laval qui, dans son livre, là, qui est issu de sa thèse, La négation de la nation, formule la même hypothèse, mais il faudrait encore la vérifier, que probablement que le partage des compétences, qui a quand même influencé celui de nombreuses fédérations dans le monde, il était probablement issu de la pratique législative du Canada uni. Donc probablement qu'on a grosso modo attribué au nouveau Parlement central les matières qui faisaient déjà l'objet de lois applicables à l'ensemble du Canada uni sur la période de 1840 à 1867, et que les compétences qui ont été attribuées aux provinces correspondaient aux matières pour lesquelles le législateur du Canada uni légiférait par loi séparée, une loi pour le Haut-Canada, une loi pour le Bas-Canada. Mais ça, il faudrait faire une vraie recherche, il faudrait repasser toute la législation de l'Union pour voir la part de l'ancrage. Donc, il y a, dès 1867, puisque s'il faut faire le bilan, commençons par voir la contribution en 1867 de la protection ou de l'aménagement de la diversité. Il y a bien sûr le fédéralisme comme aménagement institutionnel protecteur de la diversité. Il y a aussi la reconnaissance de droits spéciaux en faveur de groupes, donc droit linguistique, bilinguisme législatif au Québec et à l'échelon fédéral. Ce sera étendu au Manitoba en 1870. Il y aura aussi reconnaissance de droits scolaires religieux, notamment au Québec en faveur des écoles protestantes, qui aura pour résultat de reconnaître des droits scolaires religieux aux catholiques de l'Ontario. Et en gros, ça va être le mode de protection des minorités officielles qui va durer jusqu'à la prochaine grande révision constitutionnelle, que sera celle de 1982. En 1982, davantage de droits linguistiques seront ajoutés, droit à l'instruction dans la langue de la minorité, et on fera du Nouveau-Brunswick une province officiellement bilingue. On va aussi faire du bilinguisme une obligation constitutionnelle de toute l'administration fédérale. Bon. Ça souffre de problèmes de mise en œuvre, à mon avis, mais c'est quand même une addition. Donc on a ajouté des droits de groupe en 1982. Le fédéralisme n'a pas fait l'objet, le partage des compétences n'a pas fait l'objet de grandes modifications en 1982. Sur l'aspect institutionnel, il y a l'ajout d'une procédure de modification constitutionnelle qui est venue dans une mesure qui a été avérée par la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, qui est venue aussi protéger notamment les intérêts du Québec. On l'a vu dans la contestation de constitutionnalité du projet de réforme du Sénat, donc qui a été déclaré inconstitutionnel. Et on l'a vu aussi dans l'affaire de la nomination d'un juge à la Cour suprême qui a été déclaré inconstitutionnel récemment. Donc ça a confirmé l'intérêt de la procédure de modification constitutionnelle comme mode de protection, notamment de la tradition juridique et des valeurs juridiques québécoises distinctes. En 1982, ce qui s'est aussi ajouté, c'est la protection constitutionnelle formelle des droits de la personne, parce que souvenons-nous que la protection des minorités ne passe pas que par le fédéralisme au Canada et par la reconnaissance de droits spéciaux en faveur de groupes identifiés, mais aussi par la reconnaissance de droits constitutionnels individuels. Donc, des lois qu'on appelle chez nous quasi-constitutionnelles, c'est-à-dire constitutionnelles au sens purement matériel mais non formel, existaient déjà, loi fédérale, loi provinciale sur les droits de la personne, mais elles n'avaient pas le même
degré d'autorité. Donc en 1982, une charte des droits et libertés sera ajoutée à la loi suprême qui, notamment au Québec, par le truchement de la liberté d'expression, a servi à la protection des droits linguistiques de la minorité anglophone. La liberté de religion a été aussi mobilisée afin de protéger la diversité et vous aurez compris que si on prend l'ensemble de la diversité canadienne, un facteur qui s'est accru depuis 1867, c'est l'immigration. Et le principal mode de protection de cette nouvelle diversité, donc c'est les droits, ce sont les droits constitutionnels de la personne qui protègent le mieux la diversité résultant de l'immigration. Donc c'est pas le fédéralisme, et puis les immigrants au Canada ne sont pas fait reconnaître de droits spéciaux. Donc ne pas oublier la constitutionnalisation des droits et libertés en 1982. Mais dans tout ce tableau, il y a de grands absents. Il s'agit des peuples autochtones du Canada. Donc en 1982, les droits ancestraux et issus de traités, ce sont les mots de la loi constitutionnelle, des peuples autochtones ont été reconnus. Ça nous a permis de nous souvenir que malgré ce qu'on disait, l'histoire officielle, les Autochtones n'ont pas toujours été totalement absents du droit constitutionnel canadien. On en parlait très peu dans les manuels de droit constitutionnel, mais une très longue pratique qui remonte même en fait à la période de colonisation française existait de conclusion de traités avec les peuples autochtones. Et d'ailleurs, sous les Français, des traités ont été conclus avec les Autochtones qui étaient publiés dans les recueils de traités internationaux. Donc, il y a eu des traités de diverses natures qui ont été conclus avec les Autochtones. Première génération de traités étaient des alliances militaires, des alliances commerciales. Par la suite, des traités de cession de territoire sont apparus et en fait on s'interroge sur la validité de nombreux traités puisqu'il est assez invraisemblable que les Autochtones aient véritablement consenti à renoncer de manière définitive à l'ensemble des droits que leur reconnaissait la proclamation royale, qui est un document impérial, ainsi que la Common Law, en échange de presque rien, en fait, de montants dérisoires et puis de versements annuels. Mais la validité de ces traités a été reconnue par la Cour suprême du Canada. Et avant 1982, ces traités n'avaient de valeur constitutionnelle que lorsqu'on les opposait à la loi provinciale, c'est-à-dire que la loi fédérale l'a toujours emporté sur les traités conclus avec les Autochtones, et la loi fédérale l'emportait aussi sur les droits que la jurisprudence, en fait, que la Common Law reconnaît aux Autochtones. Mais depuis 1982, donc ça a changé la donne, les droits que les Autochtones détiennent en vertu des traités, de même que le titre aborigène et les droits ancestraux, donc par exemple droit exclusif de prélèvement de ressources, droit par exemple de chasse, pêche, trapage sur les terres publiques, sont opposables aussi à la loi fédérale. Donc on a rompu avec la figure du pouvoir central comme étant apparemment le protecteur des Autochtones, donc un peu un rôle que le pouvoir central avait hérité de l'Empire. Donc c'est en 1860 en fait que la colonie deviendra compétente sur les Autochtones, et de 1860 jusqu'à 1982, devrais-je dire depuis 1867, ou avec la naissance de la Fédération, jusqu'en 1982, c'est à la suite du pouvoir colonial, le pouvoir fédéral qui se présentait comme le protecteur des Autochtones. Dans la réalité, vous aurez tous compris que le gouvernement central n'a pas toujours agi dans le meilleur intérêt des Autochtones, si bien que la révision de 1982 a tout son sens, c'est-à-dire qu'il fallait bien que les droits des peuples autochtones soient opposables aussi à la loi fédérale. Donc, ce que peu de Canadiens savent, c'est que
ces traités, qui sont quand même nombreux, on en est à une trentaine de traités conclus, de traités modernes, je ne parle pas que des traités historiques, donc il y a les traités modernes de règlement de revendications territoriales qui font des centaines de pages, des fois plusieurs tomes, qui prévoient de manière détaillée le régime complet de gestion de territoires plus vaste que celui de bien des pays, font partie du corpus constitutionnel formel. La plupart des Canadiens ne le savent pas. Donc, quand on leur demande quelle est la Constitution du Canada, déjà même quand on pose la question à des experts, quelle est la loi suprême du Canada, ben, on est un peu embêté par la réponse, puisqu'on n'a aucune liste exhaustive complète des dispositions constitutionnelles québécoises. On a des critères de reconnaissance, mais personne ne connaît de manière complète la liste des dispositions qui composent la loi suprême du Canada. Mais on a une idée générale, on va penser à la loi de 1867, d'abord, on va penser à la loi de 1982, mais ce à quoi la plupart des gens, et même certains constitutionnalistes ne pensent pas, c'est qu'il faut ajouter à ces lois, entre documents, de très nombreux traités, donc une masse documentaire qui fait des milliers et des milliers de pages et qui a force de loi constitutionnelle formelle. On peut voir dans cette forme de constitutionnalisme typiquement canadienne, parce que je connais pas d'autres pays qui accordent aux traités conclus avec les Autochtones le même statut. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, le traité de Waitangi a une importance capitale, mais il est quand même assujetti à la loi du législateur. Au Canada, les traités conclus avec les Autochtones ont force de loi suprême. On peut voir dans cette pratique peut-être une nouvelle forme de fédéralisme. Alors là, après l'histoire, au moment de faire le bilan, on peut se demander si, à la suite de la contribution originelle de Galt, qui se distinguait par une mobilisation du concept de fédéralisme à des fins nouvelles, c'est-à-dire aménagement de la coexistence entre minorité et majorité nationale, est-ce que en 2017 et puis depuis 1982, le fait du droit constitutionnel canadien de reconnaître la plus haute autorité juridique au traité conclu avec les Autochtones n'est pas une nouvelle contribution ou une nouvelle forme de fédéralisme, une forme plus dynamique, une forme qui est celle de la négociation et renégociation continue, une forme contractuelle de fédéralisme qui va au-delà de l'aménagement des structures de pouvoir. Donc, c'est une question en fait qui se pose. Est-ce qu'on peut voir dans la pratique de conclusion de traité avec les Autochtones quelque chose est-ce qu'il faut y voir quelque chose de complètement sui generis, inédit, ou comme le développement un plus grand développement du potentiel de l'idée même de fédération. Donc, aujourd'hui, après 150 ans, si on regarde, on essaie de faire le bilan de la manière dont le droit canadien protège la diversité ou compose avec la diversité, on a le fédéralisme, on a le modèle de droits spéciaux, on a une jurisprudence assez riche en matière de reconnaissance des droits et libertés individuelles qui sert aux minorités nationales, mais aussi aux nouveaux groupes, à ces nouvelles minorités que sont les minorités issues de l'immigration. On a le droit des Autochtones. Donc, il y a une diversité de moyens. Mais on peut se demander quels sont les défis. Donc, ce serait facile de se satisfaire et puis
devant la comparaison du droit canadien avec d'autres droits, dire bon, il y a tout un arsenal juridique qui est déployé par le droit canadien, on peut difficilement faire mieux, on pourrait être tenté un peu facilement d'y voir une pratique excellente, mais il faudrait quand même ne pas négliger les défis qui se posent, à l'heure actuelle, éviter justement la suffisance à laquelle peut nous inviter ou nous inciter les célébrations. Il faut éviter ce piège de l'arrogance. Et je vais vous laisser là-dessus, ce sera ma conclusion. Il y a la diversité de faits et la manière dont le droit s'y rapporte, mais il y a les discours de la diversité qui, sans correspondre à la diversité factuelle, peuvent poser un défi. Je m'explique. Il y a à l'heure actuelle au Canada un discours très très fort qui va au-delà du droit. Il y a une manière dont le droit constitutionnel et notamment le discours relatif aux droits fondamentaux de la personne se répercute dans l'espace public. On parle de valeurs constitutionnelles qu'on applique à des débats ou des situations auxquelles le droit constitutionnel ne s'intéresse pas forcément. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce d'appropriation sans rigueur de valeurs politico-morales dont le droit constitutionnel serait porteur. Et c'est très marqué dans le discours de la politique identitaire, identity politics au Canada, qui est très très fort et qui veut prendre ancrage surtout dans la valeur de la non-discrimination. Donc on ne va pas se limiter à parler des cas où, par exemple, l'article 15 de la Charte canadienne qui est relatif à la protection contre la discrimination s'applique réellement, mais on va invoquer la valeur de l'égalité à des situations auxquelles le droit ne s'applique pas. Et je vais vous donner un exemple, c'est la critique actuelle de l'appropriation culturelle. Donc un exemple récent, un journaliste a publié un texte, il était directeur de la Guilde des auteurs au Canada, il a publié un texte dans lequel il prenait ses distances par rapport à l'idée selon laquelle les non-membres des communautés autochtones, donc les allochtones, n'auraient pas le droit de se prononcer ou de, par exemple, produire une œuvre littéraire au sujet des Autochtones ou reprenant l'imaginaire autochtone sans y être autorisé. Donc, c'est cette notion d'appropriation culturelle qui est en réalité dans laquelle on mobilise un terme juridique qui approprie les notions de propriété, alors qu'il n'est pas vraiment question, en tout cas, dans la plupart des cas, il n'est pas question de propriété intellectuelle techniquement. Et après avoir critiqué ce discours, ce journaliste, cet écrivain et journaliste, sous la pression de la critique, a dû démissionner, et ceux qui l'avaient un peu soutenu ont démissionné aussi. Il y a eu une chaîne de réaction, de démission à la chaîne, et des journalistes de Radio-Canada aussi qui ont démissionné. Mais ici, il n'était pas question de propriété intellectuelle, les propos n'étaient pas non plus discriminatoires, donc le droit de la non-discrimination, l'article 15 de la Charte ne s'appliquait pas. On n'était pas non plus dans un cas de diffamation au sens juridique du terme, on n'était certainement pas non plus dans un cas de discours de haine, mais on était dans un discours qui relève pas du droit. Alors, qu'on soit d'accord ou non avec la critique de l'appropriation culturelle ou la critique de l'appropriation culturelle, on est plutôt dans un univers de soit politico-moral ou débat sur le bon goût ou le mauvais goût en art, en littérature, en critique littéraire. Mais ce discours, donc la critique d'appropriation culturelle, prend appui de manière un peu floue sur l'égalité comme étant la valeur canadienne suprême. Donc c'est un exemple parmi d'autres de la manière dont
le droit constitutionnel, et ici le droit relatif aux droits de la personne, se répercute dans l'espace public, au sein de débats qui ne sont pas à proprement parler juridiques, mais qui peuvent avoir pour effet à long terme de restreindre, non pas la protection de certains droits, c'est-à-dire peut-être pas de restreindre la liberté d'expression comme telle en droit, mais d'inviter à l'autocensure et de restreindre la gamme des usages effectifs de la liberté d'expression. Donc, il y a d'autres exemples que je pourrais donner. Il y a la politique de reconnaissance de Charles Taylor. Donc, Charles Taylor avait invité dans un esprit qui ne se voulait pas, dans des textes qui ne se voulaient pas juridiques ou de philosophie du droit, mais avait invité à s'efforcer de bien connaître une culture minoritaire avant d'en parler ou avant peut-être de la critiquer. Alors on n'était pas c'est pas un discours qui se voulait juridique, mais c'est un discours qui est tellement influent au Canada qu'on croit remarquer que c'est en train d'influencer la jurisprudence relative au rapport entre droit à l'égalité et liberté d'expression. On sent que même s'il n'est pas censé avoir de hiérarchie entre les droits et que le juge constitutionnel doit s'efforcer d'interpréter les droits fondamentaux de la personne de manière cohérente en accordant son rôle respectif à chaque droit et liberté dans un système au sein duquel les droits se complètent les uns les autres, on sent que le droit à l'égalité est en train de l'emporter nettement sur la liberté d'expression, peut menacer la liberté d'expression et aussi dans d'autres cas de figure, la liberté de religion. Donc, je pense que c'est un défi, en fait, du fédéralisme canadien et du droit constitutionnel canadien dans son rapport à la diversité à l'heure actuelle que d'essayer de contrer certaines dérives, en fait, des valeurs dont on croit le droit constitutionnel canadien être porteur, et puis des appropriations ou des mobilisations d'idées juridiques dans des discours qui relèvent plutôt de la morale, de la politique et même de l'esthétique. Et je pense que ça, c'est un réel défi pour le droit constitutionnel à venir. Donc je m'arrêterai ici pour laisser peut-être plus de place à la discussion. Merci beaucoup.